petite question, on va débattre, on fait un petit débat impromptu sur cette question de l'efficience et de l'innovation, puisque la première journée était consacrée plutôt à l'innovation, la deuxième à l'efficience. On revient sur tout ça, sur un fait d'actualité. Donc j'accueille Sabine Guina, qui va se présenter, mais qui est aujourd'hui qui est entrée à la Cevalia, la commission d'évaluation de l'innovation des procédures amiantes et j'en passe, et qui est donc pourra nous faire un petit point sur ses premières séances de travail à la Cevalia. Avant ça, Sabine Guina, le monde de l'amiante, c'est aussi le monde professionnel, le monde des donneurs d'ordre, le monde des sociétés d'HLM, qui se pose de plus en plus en tant que bailleur, la question de la pertinence, de l'efficience des solutions en présence d'occupants, en absence d'occupants ou en revente ou en location de logements. On en est où aujourd'hui sur la prise en compte de ces travaux amiantes en présence des habitants ? Alors justement par rapport à ça, donc je vais déjà me présenter. Donc, je suis Sabine Guina, je suis chef de projet amiante pour la Maison du Cil et Logivam, qui sont des bailleurs sociaux. Nous sommes donc ESH et basés globalement sur les Hauts-de-France. J'anime également le groupe de travail interbailleurs pour les Hauts-de-France, pour une mission déléguée pour l'URH. Et depuis très peu de temps, depuis quelques mois, donc j'ai pu avoir le poste de bailleur à la commission Cevalia, suite au départ de mon prédécesseur, qui n'est plus chez un bailleur d'ailleurs. Donc voilà. Nous de notre côté, comment est-ce qu'on gère notamment l'amiante par rapport au fait de faire des travaux en milieu occupé? Tout simplement, on veut monter en compétence les entreprises du bâtiment, clairement. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a fait des campagnes, on a participé à des campagnes de chantier de mesurage en Ile-de-France et on est en train d'en mettre une en place. Donc des chantiers sont en cours sur les Hauts-de-France avec des mises en œuvre de processus pour que ça soit validé demain comme étant les moins émissifs possibles via la campagne Carto. Voilà. Donc cette campagne en même temps n'est pas une innovation. Cette campagne va pouvoir mettre en œuvre des procédés plus ou moins innovants. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on recherche, c'est l'efficience. Il faut que ça fonctionne, que ce soit innovant ou pas innovant. On a différents processus qui sont plus ou moins innovants. On se moque un petit peu de savoir si c'est innovant ou pas. Tout ce que l'on veut savoir, c'est de vérifier déjà si dans l'état actuel des choses, la façon d'intervenir est ou non, oui ou non émissif déjà. Voilà. Peut-être que ce qui est fait classiquement par les entreprises, peut-être que c'est suffisant. Et si c'est pas suffisant, de revoir un peu et de modifier quelque peu les façons d'intervenir. Alors en s'appuyant un petit peu de ce qui est fait peut-être dans l'industrie ou ce qui est fait au niveau médical, puisque le gel échographique vient quand même du médical à la base, et pouvoir l'adapter et modifier quelque peu les façons d'intervenir actuelles pour pouvoir avoir des résultats non émissifs et que l'on puisse faire des travaux en toute sécurité dans les logements, aussi bien pour les intervenants que pour nos locataires. Donc après, que ça soit vraiment quelque chose de très innovant ou pas trop, quelque part, on s'en moque un petit peu de notre côté. Ce qu'on veut, c'est le résultat. Voilà, c'est le résultat. Donc c'est mesurer l'efficacité de la manœuvre et d'avoir des choses les moins émissifs, mais en même temps les plus accessibles en termes de financement, puisqu'on peut aussi... au niveau du coût, il faut que le surcoût soit quand même c'est intéressant, on parle bien du surcoût, le surcoût, la présence d'amiante. Voilà. Le surcoût ne doit pas être disproportionné. On essaie d'optimiser ce surcoût-là et surtout que la mise en œuvre soit facile, puisque si la mise en œuvre est assez complexe, elle ne sera pas mise en place réellement par l'entreprise. Donc on va dire le fait d'adopter une nouvelle pratique par l'opérateur va être compliqué pour eux. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces initiatives, donc la première, a priori historiquement, c'est celle de l'AORIF qui était faite donc à partir de 2015-2016, dans le programme de 2015-2016, qui se reproduit chez l'AORIF, qui maintenant donne aussi une continuité dans les Hauts-de-France. Certainement aussi sur ici le rayon, la région Rhône-Alpes, il y a eu aussi des expériences locales qui ont été faites. On en a vu dans les journaux. Alors ça émerge dans les années donc 2015 de mettre en place des pratiques par les donneurs d'ordre pour essayer de favoriser aussi certaines entreprises qui jouent le jeu et de leur éviter de faire chacune dans leur coin leurs propres évaluations. Donc on mutualise et c'est le donneur d'ordre qui prend la main un petit peu dans l'évaluation des risques des entreprises pour l'aider à avoir des modes opératoires, des processus qui soient reproductibles à moindre coût, puisque ça peut être un coût quand même important pour une entreprise sous section 4, parce que attention, on parle bien ici de sous section 4 dans ce cadre-là, l'intervention, la maintenance, entretien sur des opérations qui sont de petite envergure. Ça pour un
artisan qui doit prouver un processus, un mode opératoire, X mode opératoire, X processus, chacun des matériaux produits, c'est quelque chose insurmontable. Et donc les donneurs d'ordre se disent, bon, on va essayer de programmer quelque chose pour qu'on puisse après aider ces entreprises à faire leur propre évaluation des risques. Donc globalement, c'est ça. Le deal, c'est qu'on met à leur disposition des locaux inoccupés qui effectivement contiennent la présence d'amiante, de matériaux. On est sûr qu'il y a de l'amiante. Parce que tout à fait, on fait des prélèvements, on multiplie les prélèvements. Et d'ailleurs, après, c'est vérifié même via la campagne Carto, puisqu'ils font eux-mêmes des prélèvements lorsqu'on fait les chantiers de mesurage. Petit point, la campagne Carto, cette campagne Carto date de 3-4 ans, si je me souviens bien. Il faut le dire, elle a eu du mal à démarrer. Il n'y a pas assez, contrairement à la sous-section 3, la campagne méta, sous-section 3. Sous-section 4, il y a beaucoup plus d'interventions, mais il y a beaucoup moins de possibilités d'avoir de la surveillance en termes simplement de durée de chantier, de nombre de chantiers. Donc on a du mal à avoir, en tout cas la campagne Carto semble, d'après ce que j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'était rebondi tout à l'heure, mais semble avoir vraiment du mal à avoir des remontées. Donc en parallèle de ça, ça s'inscrit dans la campagne Carto, comme d'autres initiatives existaient, ça s'inscrit dans la campagne Carto pour être aussi passer le crible de l'expertise des différents acteurs, de l'OPPBTP, de la Direct, des Directs, de la DGT, etc. Alors ça, on voit bien que c'est un plan au même moment, pour revenir à notre sujet principal, qui est pour cette intervention, le bilan un petit peu de l'innovation et des différentes structures qui recherchent l'innovation, la recherche et le développement, innovation, recherche et développement, le PRDA, puisque donc le PRDA est la première structure qui a été mise en place avant la Cevalia, donc le plan de recherche et développement amiante, qui lui-même, rappelons-le, le plan de recherche a été mis en place dans un plan pacte qui comportait 2 autres volets. Les innovations en termes de numérique et bâtiment, donc là pour le logement, notamment toute la notion de données, gestion des données sur le logement qu'on peut synthétiser par la carte d'identité du logement, on en reparle un petit peu aujourd'hui dans la loi Elan. En parallèle de ça, bien sûr, tout ce qui est la rénovation énergétique, donc comment on peut améliorer la rénovation énergétique. Et le troisième volet, c'était l'amiante, comment on peut faire de la recherche et développement dans le cadre de l'éradication et de la remédiation. La gestion de l'amiante en place, donc sous section 4, et favoriser aussi des solutions, en tout cas améliorer les solutions, avec un mot d'ordre que Alain Mogard nous avait dit, d'ailleurs dans un village amiante en 2015, on va travailler bien sûr plus vite, mieux et moins cher. Donc, mais par contre, à réglementation constante, très intéressant, à réglementation constante, il n'est pas question d'attendre une modification de la réglementation, on va simplement dire, on va travailler dans ce cadre-là, réglementaire, plus vite, mieux et moins cher. Après 3 ans de PRDA, plan de recherche et développement amiante, ce plan, a priori, sa fin annoncée, c'est les 3 ans et les 36 mois après son démarrage, le 30 juin donc 2015. Le 30 juin 2018, le PRDA devrait être arrêté. Alors je dis devrait, c'est que les informations qu'on a pu recevoir, c'est qu'a priori, rien n'officialise que ça se fasse arrêter. Et à l'inverse, rien ne peut garantir qu'il va continuer. Donc dans le petit article qui est paru donc, dans notre journal Eradica, la question c'était ça aussi, c'est que à l'occasion de cette fin du PRDA, est-ce qu'on ne va pas fragiliser le développement même des recherches en cours qui sont a priori garanties d'être suivies jusqu'en 2020 ? Est-ce qu'on aura les moyens vraiment de conduire et d'accompagner les recherches en cours jusqu'en 2020 ? Vu, on peut le dire, un petit peu la difficulté de suivre l'information, le manque de communication, on peut effectivement le regretter. On va sur le site du PRDA aujourd'hui, on n'a pas du tout cette information en temps réel. On a des informations qui sont communiquées très tardivement. On n'a pas vraiment de campagne de communication sur le PRDA et surtout rien sur sa fin annoncée. Et en parallèle de ça, la Cevalia la commission d'évaluation, risque effectivement de pâtir en termes de financement, puisqu'il faut le rappeler qu'aujourd'hui, la totalité des projets présentés en Cevalia sont subventionnés par le PRDA. Oui, tout à fait ça. Donc c'est vrai qu'on n'a aucune garantie que le PRDA soit renouvelé. En tout cas, il n'y a rien qui nous l'annonce, clairement. Il y a effectivement des engagements qui ont été pris par le PRDA d'accompagner jusqu'au bout les projets qui ont été retenus. Donc ça amène à la Cevalia. En tout cas, je parle le projet retenu et du coup notamment sur la Cevalia. Dont la Cevalia. Voilà. Donc du coup, ils financent jusqu'à la mise de la proposition d'avis au niveau Cevalia. Donc ça peut prendre plusieurs années suivant le degré de maturité actuel. Quelquefois, il faut un certain degré de maturité pour pouvoir passer à la commission. Donc c'est vrai que cette commission, pour l'instant, est avant tout quelque part
vit grâce au PRDA et aux projets qui ont été retenus par le PRDA. Demain, n'importe quelle entreprise pourrait demander un avis hors PRDA auprès de cette commission. C'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise pourrait demander. Or, il n'y en a pas, a priori. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi quand même le fait que le PRDA existe. Forcément, si on pouvait aller rechercher, que ce soit le PRDA qui paie cette évaluation, c'était un plus. Donc forcément, les gens passaient prioritairement par le PRDA. Demain, cette commission, elle est aussi constituée des différents acteurs professionnels et experts sur cette thématique-là. Il faut vraiment susciter l'intérêt aux industriels ou à tous les créateurs ou les personnes qui ont des innovations à vouloir mettre à commercialiser demain, de pouvoir demander un avis de cette commission et donc que ça soit clairement reconnu comme étant gage de qualité, on va dire, du produit, du nouveau produit qui va être développé et mis sur le marché. Alors, sur cette Sevalia, justement, ce qu'on a pu remarquer, on a deux choses. C'est une commission qui est, au niveau du secrétariat, gérée par le CSTB. Donc, c'est une garantie de régularité, de sérieux. Le CSTB, il n'a pas... Voilà, on sait le fonctionnement qu'il peut avoir. Pour le secrétariat, les deux points qu'on pourrait resoulever, puis qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas évolué, qui pourraient évoluer, et à l'occasion d'ailleurs de cette refonte, c'est est-ce que cette valeur de Sevalia, la valeur d'un avis Sevalia, est opposable aujourd'hui? Est-ce que l'avis Sevalia est opposable en termes de, moi j'ai un avis Sevalia, moi j'en ai pas. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la garantie d'efficacité, dans la reconnaissance de la part des institutions, l'inspection du travail, est-ce que ces avis Sevalia sont opposables? Disons que au moins, il y a un certain nombre de points qui ont été étudiés par rapport à des innovations qui ne seraient pas passées par cette commission-là, quand même. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, par rapport à une innovation qui ne serait pas passée par la Sevalia, on aura toujours la questionnement de savoir, oui, mais alors, quand on dit c'est hors champ amiante, par exemple, est-ce que c'est vraiment hors champ amiante par rapport à la réglementation? Personne ne se sera penché sur cette question-là réellement. Alors, si c'est passé par la commission Sevalia, il y a quand même la DGT qui est autour de la table, notamment, qui saura réagir. La DGT n'a qu'un avis consultatif. D'accord, mais pour autant, elle participe quand même certainement. Aux avis et elle est entendue. C'est un autre point, c'est que c'est vrai qu'on évolue et que quand Alain Mogar est venu dire, après sa conférence officielle sur le village amiante, en disant « je vous fais un résumé, les jeunes, allez-y, il y a de l'avenir dans la remédiation amiante, pas dans l'amiante, mais dans la question amiante, il faut investir, il faut se former, il faut y aller, parce qu'effectivement, c'est pas fini ». C'est intéressant d'entendre quand même le président de Calibat dire c'est pas terminé l'amiante, c'est parce qu'on a interdit que c'est terminé, donc il y en a encore pour des générations. Donc c'est une piste de développement, c'est une piste d'emploi, c'est une piste de création, donc ça c'est très bien. Ceci dit, on peut regretter que dès le départ, les membres du jury qui donnent un avis décisionnaire sont des représentants de structures, etc., mais pas les autorités. Donc on peut penser qu'un avis de la Sevalia, demain, pour avoir vraiment cette autorité, devrait aller jusqu'à l'avis CSTB, où là, si on a autour de la table des représentants des services de l'État, on est aussi une valorisation de l'avis des services de l'État, ce qui est une ambiguïté aujourd'hui là-dessus. Après, la publicité qui est faite autour de ça, il faut aller la chercher. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de communication spécifique, à part le fait qu'un jour que ça arrive, on le voit bien aujourd'hui, on n'a que 2 avis, au bout d'un an, on n'a que 2 avis de la Sevalia sur 2 produits qui étaient déjà connus. C'est vrai il y a eu un an quand même de mise en œuvre avec pas mal de textes au niveau fonctionnement qui a été mis en place, ça a mis du temps. Voilà. Effectivement, il y a seulement des avis qui sortent maintenant avec une bonne phase de procédure. Sans trahir le secret des réunions, mais est-ce qu'on a un avis sur le nombre de dossiers qui devraient sortir dans les mois à venir, les semaines à venir? Est-ce qu'on a à peu près en Sevalia le nombre de dossiers qui pourraient présenter? En Sevalia, on a une visibilité par rapport à ça, notamment par rapport à ce qui a été retenu par rapport au PRDA, tout simplement. Donc oui, on a quand même connaissance d'un certain nombre de dossiers qui est dans les... à peu près? C'est par rapport aux 2 qui sont prévus, est-ce que c'est quoi? C'est 4 en plus, 10 en plus? On en a à quel niveau à peu près? Là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai pas la liste. Lors de la prochaine commission, on devrait avoir un peu plus d'informations sur la quantité, mais globalement, nous, on aura une visibilité sur ce qui nous attend et en plus un peu sur le timing. Alors après, le timing, c'est estimatif, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer clairement, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un petit peu plus de publicité, mettre un peu plus en avant aussi bien lorsqu'on a des certifications AFNOR, etc. Tout de suite, c'est un gage de qualité et c'est pas du tout remis en cause, que Sevalia, c'est encore un peu méconnu.
Et donc, c'est vrai qu'un petit peu plus de communication là-dessus, ça serait pas un mal. Voilà. Donc, le bilan, c'est que la Cevalia, la décision et la désignation des différents membres, la commission est prévue, en tout cas au niveau de son secrétariat aussi, par le CSTB aussi, puisque c'est le CB qui assume. Ça, c'est prévu pour 5 ans, puisque le programme, c'est 5 ans. Donc, voilà, on a passé une première année, et donc on a encore 4 années normalement à travailler là-dessus. En tout cas, des projets à se développer. Le PRDA, au même moment, va peut-être s'arrêter. Ce qu'on peut craindre et ce qu'on peut dire ici, c'est que bien sûr la recherche et développement, c'est un point qui était souhaité, qu'on investisse justement sur les solutions amiantes, parce qu'il n'y a pas que des solutions, il y a plein de recherches à faire, que ce soit du diagnostic jusqu'au recyclage. Le recyclage, nouveau mot qu'on emploie cette année, c'est-à-dire qu'effectivement on revient à la notion de recyclage qui existait dans la première réglementation, dans la fameuse section 1, l'intervention sur les matériaux contenant l'amiante, mais dans le cadre des travaux courants, et non pas de désamiantage. Cette section 1 a été supprimée, contrairement à d'autres pays où on a intégré dès le départ la notion de recycler de l'amiante. Il y a des produits innovants qui pourraient sortir sur comment faire pour pouvoir retirer la silice par exemple et en faire quelque chose, donc de recycler. Donc on pourrait s'attendre que le plan de recherche et développement débouche sur aussi une modification de la réglementation pour introduire cette notion de recycler des matériaux et produits contenant l'amiante, dont la France est quand même assez riche. On peut dire qu'on a une richesse en produits, notamment fibrociment. On a vraiment une richesse. Parce qu'une des questions qu'on peut se poser et qui, apparemment, au PRDA, n'avait pas suscité forcément beaucoup d'intérêt, c'est les déchets, le traitement des déchets. Donc là, on a entendu parler de différentes choses en ce moment, donc sur les procédures de traitement, mais pas forcément de recyclage. Demain, peut-être on a le recyclage. Sur les circuits courts aussi, pour ne pas transporter l'amiante aux quatre coins de la France. Voilà. Le problème de tout ce qui est l'outre-mer aussi, où on a les problèmes entre les différents sites. On a des endroits où on peut traiter l'amiante sur place. Dans d'autres îles, on va devoir exporter l'amiante en métropole, avec des aberrations en termes de traçabilité, de coût d'énergie. Donc il y a quand même un avenir là-dessus. Quels seraient les deux points essentiels sur lesquels la Cevalia, à votre avis, devrait se prononcer et donc prioriser la sollicitation des entreprises? Est-ce que c'est les déchets? Est-ce que c'est le diagnostic? Est-ce que c'est le désamiantage? Est-ce que c'est la sous-section 4? Est-ce que c'est la responsabilité des chefs d'entreprise en assurant des procédures? Quels sont les deux thèmes, parce que pour en prendre qu'un, mais deux, les deux thèmes, les priorités aujourd'hui au nom de la représentante de l'USH? Est-ce qu'on a deux thèmes principaux sur lesquels il faudrait vraiment investir la recherche et le développement? Alors je dirais que plus clairement par rapport, on va dire en tant que donneur d'ordre, maître d'ouvrage, ça serait sur la sous-section 4. Puisque donc c'est la maintenance, l'entretien, la maintenance. Ça serait vraiment, je veux dire, pour nous c'est vraiment un élément important, et surtout le fait qu'il y ait une grosse montée en compétences à avoir pour les entreprises du bâtiment. Ça clairement, je sais pas, c'est pas vraiment lié à Cevalia, c'est un sujet. C'est pas l'innovation forcément, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est l'amélioration, mais c'est pas forcément l'innovation pour autant qui fera avancer les choses. Voilà, on peut lancer ça. Est-ce qu'il y a un appel à projet sur ça, la sous-section 4, pour faire la maintenance et l'entretien? Est-ce qu'il y a des solutions qui permettent d'augmenter en compétences, que ce soit des solutions, des procédures ou des procédés, pour faciliter les entreprises existantes, on dit bien, qui ont l'habitude de travailler avec les sociétés HLM, pour sécuriser les procédures dans des locaux qui n'ont pas vocation à être tout le temps vidés entièrement de leurs occupants pour faire de la maintenance? Il existe des choses déjà qui sont sorties. Voilà. Mais je pense qu'on est vraiment aux prémices. Il y a plein de choses encore à développer. Donc, et ça, c'est tout le monde qui. C'est pas que les géos trouvent tout. Je veux dire, n'importe quelle personne qui travaille dans le bâtiment, s'il s'intéresse un peu à la chose, je pense qu'il y a plein de bonnes idées et pas forcément très compliquées à mettre en œuvre. Après ça, c'est vrai qu'on parlait d'un deuxième thème, la gestion des déchets. C'est aussi un gros sujet, mais pour le coup ça va mettre du temps puisque c'est vraiment des techniques, des recherches et développement pur et dur, et c'est pas la personne du bâtiment qui va réfléchir dans son coin et trouver tout de suite la solution. Par contre, en tant que donneur d'ordre, c'est un intérêt final, puisqu'il y a une responsabilité du traitement des déchets, que ça soit pour en tant que propriétaire ou effectivement en tant que bailleur, de dire on a évacué les déchets, on les fait proprement. Alors c'est plus une question d'un problème sociétal globalement que vraiment de responsabilité du détenteur. C'est pour dire qu'est-ce qu'on va laisser demain. C'est bien, on aura retiré l'amiante, mais et la suite? Alors le but c'est de le mettre dans des sacs et de le mettre sous terre. Non, c'est pas une solution viable à long terme. Voilà. Donc il faut trouver autre chose pour pouvoir aux nouvelles générations d'avoir quelque chose un peu plus sain et des solutions viables. Ok. Il y a un des points qu'on aborde quasiment jamais, on en a parlé tout à l'heure dans un autre débat,
On remplace par quoi? Est-ce qu'on est sûr de l'absence de nocivité des produits de remplacement? C'est la grande question, puisqu'il y a quand même certains Est-ce matériaux qu'on a des en France, recherches et développements là-dessus? Est-ce qu'on a la notion de recherche et développement sur ce qui n'est pas de l'amiante puis qui remplace l'amiante? Là, c'est Valia, est-ce qu'on entend parler de ça? Non, on n'entend pas trop parler. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des pays européens qui ont pris des choses. Ah bon, des produits décisions. européens? Oui. Au niveau de l'Allemagne, par exemple, a quand même interdit certains matériaux, a quand même se pose beaucoup plus de questions que nous sur certains matériaux qui sont habituellement utilisés encore en France. Voilà, en substitution de l'amiante ou qui était en parallèle de l'amiante, par exemple. Voilà. Bon, un des points qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement la recherche qui pourrait se développer sur la relation amiante ultra courte, les fibres ultra courtes et les nanomatériaux. Là, pour l'instant, c'est un petit peu le silence radio, quoi, faire le lien entre l'amiante et les nanomatériaux. Voilà, merci Sabine pour cette conclusion de cette deuxième journée de Préventica.